Nous sommes devant la Taverne Royale de Trois-Rivières où auront lieu les célébrations de la Fête nationale des Patriotes présentée par la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie en collaboration avec le Printemps des Beaux-Parleurs. Aujourd'hui, c'est discours, musique, un peu de contes à travers tout ça, conférences aussi, mais tout en lien avec les Patriotes. Il y a une grande collaboration entre la Société Saint-Jean-Baptiste et le Printemps des Beaux-Parleurs. D'où ça vient et comment ça s'imbrique? Ça vient là, dès la première année. C'était comme un maillage naturel, la Société Saint-Jean-Baptiste qui est là pour la langue française. Nous, notre côté, c'est le rassemblement de tous les arts de la parole. Donc, la combinaison des deux allait très, très bien. Ils commanditent une soirée depuis la première édition du printemps. Ça a jamais été quelque chose qu'on a vraiment comme remis en doute, remis en question. Là, le maillage est vraiment juste très, très, très naturel. Puis en même temps, on prend cette fin de semaine-là. Ça nous permet justement, la dernière journée de programmation devient toujours la journée des Patriotes. Fait que je pense que ça clôt bien, justement, là, tout ce qui se passe dans le courant de la semaine. La Journée nationale des Patriotes, depuis quelques années, c'est une journée fériée officielle au Québec. Donc, c'est un moment de commémoration. Pour la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, ça fait partie de notre mission, ça fait partie des journées où on se doit d'organiser quelque chose et de célébrer. Donc, aujourd'hui, c'est bien sûr un moment pour rendre hommage aux Patriotes qui ont construit le Québec. C'est aussi un moment pour se ressourcer intellectuellement avec des conférences, des animations, se ramener à nos racines, puis aussi se ramener vraiment à qui a conçu le Québec, qui a bâti le Québec, puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a les droits et les libertés qu'on a, puis qu'on peut avoir une liberté de parole, puis avoir une liberté d'expression. Donc, la Journée des Patriotes, c'est pour nous une grande journée de commémoration. Et en quoi c'est important pour la Société Saint-Jean-Baptiste de pouvoir s'impliquer dans des événements qui sont locaux comme ça? En fait, c'est plus on est proche des gens, puis plus on est en mesure de communiquer à nos compatriotes, à nos concitoyens, notre histoire, d'où on vient, qui on est, je pense que plus grand sera notre sentiment de fierté nationale. Et ça, c'est ce qui fait en sorte qu'une société est vivante, qu'une société se tient debout, qu'une société se développe. Donc, il faut être fier de qui on est, de ce qu'on a accompli, de où on s'en va. Il faut avoir des objectifs communs. Et pour ça, il faut que les gens soient conscients de tout le chemin qu'on a parcouru. Fait que pour nous, c'est très important d'être près de nos communautés. Puis on a encore quelques sociétés locales dans des petits milieux où les gens s'impliquent, puis on sera toujours là pour les appuyer tant et aussi longtemps qu'ils voudront développer ces esprits-là dans leur communauté parce que c'est ce qui tisse un Québec qui est fort, qui est solide. Aujourd'hui, on souhaite rendre un hommage particulier à Bernard Landry. Et c'est moi qui ai l'honneur de vous lire le texte d'hommage de M. Landry. Les Papineau, Chénier et Delorimier ont écrit en 1837-38 une page d'histoire mémorable et conféré au mot patriote une portée bien plus grande que le simple amour de la patrie. Un patriote chez nous est celui ou celle qui fait don de soi pour le bien de ses compatriotes et qui met son talent au service de toute la nation au point d'y sacrifier ses intérêts particuliers. Depuis, chaque moment historique et chaque région du Québec ont fourni leur lot de patriotes, de pionniers, d'entrepreneurs, de chercheurs, d'institutrices rurales ou de valeureuses mères de famille. Le nom de la plupart d'entre eux est tombé dans l'oubli, mais leur survit aujourd'hui un héritage, un patrimoine tangible, des œuvres, des institutions et des communautés dynamiques, fiers de leurs racines. Il arrive cependant que le talent de certains soit tel qu'il confine au génie et que leurs parcours patriotiques sont à ce point exemplaires qu'ils confinent à l'héroïsme. Ce sont ces quelques libérateurs du peuple du Québec que le Mouvement national des Québécois compte commémorer par la médaille René Lévesque, sa plus haute distinction. Le parcours de Bernard Landry se confond pratiquement avec chacune des grandes avancées du Québec depuis la Révolution tranquille. Dès sa prime jeunesse, il se déclare présent partout où il peut servir, à la tête des premières associations étudiantes, puis dans l'antichambre de la nationalisation de l'électricité, dans nos rapports privilégiés avec la France ou lors de la mise sur pied du système d'éducation.
Sa longue marche vers le pouvoir s'accélère en 1976 alors qu'il se joint au premier cabinet du gouvernement Lévesque. Il rédige alors Bâtir le Québec, véritable programme économique d'un pays souverain. En mars 2001, il devient premier ministre du Québec, ayant pour objectif de faire au plus tôt du Québec un pays. Son bref passage à la tête de l'État est remarquable. Affrontant la crise du début du siècle, il multiplie les initiatives économiques. Sauvetage de l'usine Packard Bell à Sainte-Thérèse, tarifs d'électricité préférentiels pour les créateurs d'emplois et fondation à Montréal de la Cité du multimédia, un héritage inestimable qui ouvrait la porte à l'économie du savoir. Finalement, le 7 février 2002, le gouvernement Landry conclut avec les CRI une entente historique, la paix des braves, qui marque une nouvelle ère dans les relations avec les Autochtones, donnant une envergure internationale à ce pacte entre nations amies. Après la politique, l'autre passion de Bernard Landry fut l'enseignement, notamment pour y transmettre ses valeurs en matière économique. Le libre-échange, le nationalisme économique, le rôle stratégique de l'État du Québec et l'importance de diversifier l'économie autour d'entreprises de chez nous. Jamais le partenariat fécond entre l'État québécois et les entreprises francophones, le Québec Inc., n'aura eu de promoteur aussi constant, enthousiaste et efficace. En décidant de conférer sa plus haute distinction à titre posthume à M. Bernard Landry, le Mouvement national des Québécois souhaite souligner sa contribution exceptionnelle et unique à l'édification du Québec moderne, à son enrichissement, à son affirmation et à son rayonnement international. Vous savez, je fais une petite parenthèse personnelle. Dans la vie, je ne suis pas une grande groupie. Je ne suis pas quelqu'un qui court les vedettes ou quoi que ce soit. Mais M. Landry, j'ai eu la chance de le rencontrer à quelques occasions, dont à mes tout débuts en politique, avant même d'occuper le rôle d'attaché politique pour un député de la région. Et c'est probablement la personne qui m'a le plus marqué par sa rigueur, par sa rectitude intellectuelle, par sa grande volonté à toute épreuve inébranlable de faire du Québec un pays. C'est la personne qui m'a transmis cette fibre-là et qui m'a marqué le plus profondément comme militante souverainiste. Puis je suis particulièrement touchée qu'on lui rende cet hommage-là aujourd'hui. Les patriotes, c'est souvent des personnes modestes et on souhaite leur rendre hommage et souligner leur contribution. On vous invite donc à mentionner, à souligner, à féliciter les patriotes d'aujourd'hui, ceux qui, comme M. Landry le fait, contribuent à faire de notre pays un endroit où on pourra un jour être souverain, un endroit où on pourra un jour dire qu'on est chez nous, le Québec, notre pays. Alors, bonne fête des patriotes à tout le monde. J'ai reçu une invitation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Mauricie et on m'a demandé de présenter certaines idées des patriotes, notamment ce qu'il y avait de républicain dans leur discours, dans leur programme. Quel est votre domaine à vous pour pouvoir donner une conférence comme celle-là? Je suis professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et je m'intéresse notamment à la politique canadienne et québécoise, à son histoire politique, aux idées politiques. Pourquoi c'est important une journée comme aujourd'hui? Oh, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut se rappeler que notre histoire, qui est une histoire aussi politique, elle est faite de combats et que sans doute un des moments les plus importants de notre histoire collective, c'est cette décennie des années 1830, marquée par la montée d'un parti patriote dirigé par Louis-Joseph Papineau. Et ce parti, appuyé par une large portion de la population de l'époque, a tenté, avec plus ou moins de succès, finalement, de mettre en avant une vision, je dirais moi, républicaine de la démocratie, dans le cadre d'une petite colonie britannique, le Bas-Canada. Et et ce qu'ils ont défendu, ces idées, n'appartiennent pas qu'au passé, parce que ces idées ont traversé le temps et certaines vivent encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé
de traiter justement de républicanisme. Et en fait, ce que je vais essayer de vous expliquer, en essayant d'être le plus simple, le plus clair possible, pourquoi les patriotes peuvent être considérés comme des républicains. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à leur époque? Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire peut-être encore aujourd'hui? Donc, un lien entre le passé et aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une tâche facile parce que le concept de république, le républicanisme, ce n'est pas une chose dont on parle beaucoup au Québec. Et si vous dites à quelqu'un « je suis républicain » ou « républicaine », souvent, les gens vont regarder avec étonnement en se disant « Ah, républicain comme aux États-Unis ». Donc, c'est ça souvent que l'idée connote. Le républicanisme, ce n'est pas une doctrine dont on parle beaucoup, ni dans les universités, ni dans les cégeps, et encore moins dans les médias. Il n'y a pas de parti républicain au Québec, pas même non plus au Canada. Donc, à quoi ça correspond, ces idées? Et donc, je vais essayer justement de faire quelques distinctions au début, une petite partie théorique, mais pas trop longue. Puis ensuite, je vais essayer, en renvoyant au discours des patriotes, d'illustrer plusieurs éléments très républicains justement du discours des patriotes. Et ces éléments-là, dans certains cas, ont survécu, c'est-à-dire que c'est des idées qui ont été reprises constamment dans l'histoire, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est des idées qui ont vécu. Parfois, elles ont changé de porteur, elles ont changé de nom, changé même de couleur, mais elles ont traversé le temps. Les républicains patriotes. Alors, peut-être que pour parler de la République et du républicanisme, il faudrait peut-être distinguer, je dirais, deux sens à l'expression de république et de républicanisme. Le premier, c'est ce que j'appellerais le sens strict, ensuite le sens large. Le sens strict, c'est le sens très politique du terme, institutionnel. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une république, on parle d'un pays dont le chef d'État est désigné par la population. Il y a toutes sortes de méthodes, mais ça peut être directement par référendum, par élection, pardon, ou indirectement, c'est les élus qui vont eux-mêmes choisir le chef d'État. Alors ça, c'est la République au sens strict. La France est une république, l'Italie est une république, les États-Unis sont une république, la Suisse c'est une république, même si leurs systèmes de gouvernement sont très différents. Aux États-Unis, ils ont un système présidentiel. En France, en Italie, ils ont une forme de parlementarisme. En France, mais avec en plus un président élu. Enfin, il y a des détails, il y a des différences, mais dans tous les cas, c'est des pays dont le chef d'État, qu'on distingue du premier ministre, est désigné par la population directement ou indirectement. Ça, c'est la République au sens strict. Évidemment, s'opposent à la République les monarchies. Alors, les monarchies, c'est quand le chef d'État est un souverain héréditaire. Et il y a des monarchies où le souverain gouverne vraiment, l'Arabie saoudite, le Maroc, donc le souverain a vraiment encore un pouvoir réel, même s'il peut y avoir des élections à côté, comme par exemple au Maroc. Ou alors c'est un souverain constitutionnel, c'est-à-dire qu'il est là pour la figuration, il incarne l'État et même la nation dans certains pays, mais il ne gouverne pas vraiment, il laisse le premier ministre et son gouvernement gouverner en vertu d'un mandat démocratique. Ça, c'est des monarchies constitutionnelles. Le Canada, en fait, est une pseudo-monarchie. La raison, c'est qu'on n'a pas de famille dynastique canadienne. C'est une famille importée. Elle vient d'Angleterre. Donc, la reine Élisabeth est reine du Canada, mais il n'y a pas de famille dynastique, il n'y a pas de famille royale canadienne. Et c'est le cas d'ailleurs pour 14-15 pays qui ont pour monarque constitutionnel Élisabeth II. Donc, c'est pour cette raison-là que je dirais que le Canada est une pseudo-monarchie constitutionnelle. Mais, indépendamment de ces faits, il y a quand même des éléments encore très monarchiques dans notre mode de fonctionnement. Et je vous rappelle vous êtes vis-à-vis du parc Victoria, qui célèbre la mémoire de cette souveraine, qui a commencé d'ailleurs à régner en 1837, au moment où justement les patriotes allaient connaître un conflit très grave donc, avec les autorités coloniales britanniques. Donc ça, c'est la République au sens strict. Bon. C'est quoi alors la République au sens large?
Alors, la République au sens large, ça renvoie à une tradition de pensée politique et philosophique qui remonte à l'Antiquité. Et pour les Grecs, ce qu'on pourrait appeler la République, c'est le meilleur régime de gouvernement. Platon, Aristote s'intéressent à cette question. Mais le mot République, en fait, vient des Romains. Les Romains utilisaient un terme, res publica. Res veut dire la chose publique. Et les Romains ne connaissaient pas le mot d'État. C'est un mot qui venait beaucoup plus tard. Alors, pour désigner ce qui gouverne, ils utilisaient le terme res publica ou civitas, la cité. C'est les termes qu'ils connaissaient, qu'ils utilisaient. Mais la res publica, pour les Romains, comme par exemple pour Cicéron, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire que ceux qui gouvernent pour un intérêt supérieur, qui est justement la chose publique. Et la chose publique n'appartient à personne. Elle n'appartient pas aux gouvernants, elle n'appartient pas à une partie de la population. D'une certaine façon, comme elle appartient à personne, ça veut donc dire qu'on doit gouverner dans l'intérêt de l'ensemble de la cité. Et la res publica, la chose publique, impose des devoirs, autant aux citoyens qu'aux gouvernants. Et elle a besoin d'être défendue, la chose publique, parce qu'elle est sans cesse menacée par les intérêts particuliers, par les ambitieux, les puissants par l'argent ou les puissants par les armes. Et la vertu, pour les Romains, ce n'est pas juste être gentil, parfait, moral, ça veut dire avoir des capacités de gouverner, avoir du courage, avoir une capacité de résister au combat, avoir du discernement, la prévoyance, de l'intelligence, faire le départ entre ses intérêts propres et ceux justement de la cité. Donc la vertu, c'est quelque chose d'essentiel pour les Romains, et c'est une idée qui va être reprise dans l'histoire européenne. En Italie, pendant la Renaissance, avec Machiavel, ça va être même repris, imaginez-vous, par les Anglais quand ils vont faire leur révolution au XVIIe siècle. N'oubliez pas qu'ils l'ont fait avant que les Français. Ils ont quand même décapité la tête d'un roi, les Anglais, bien avant les Français. Donc c'est une idée au sens large, la République, qui traverse le temps et qui va même s'installer en Angleterre, qui va comme telle conserver les rois, mais l'idée de République au sens large va s'installer en Angleterre, va ensuite immigrer vers les Américains, chez les États-Unis, ou plutôt les colonies américaines. Donc quand les révolutionnaires américains, d'ailleurs qui vont s'appeler patriotes, vont faire leur indépendance, ils sont imprégnés de ces idées républicaines, l'idée de vertu publique. Ils vont dénoncer justement la corruption du pouvoir par la couronne britannique. C'est des termes qui reviennent et qui traversent donc le temps. Alors, en général, si j'avais à décrire rapidement c'est quoi l'idée de république au sens large, quelques idées, je vais y aller rapidement. C'est le gouvernement des lois et non des hommes. Donc, quand on gouverne, on le fait en vertu de grands principes qui sont dans les lois. On n'est pas là juste pour servir des personnes en particulier. Donc, le gouvernement des lois et non des hommes. C'est l'idée que, oui, il y a un gouvernement, mais qui s'appuie sur un peuple qui lui-même voit la chose publique. Donc, il n'est pas en retrait. Il est actif, il n'est pas juste un observateur, il n'est pas juste le bénéficiaire de la chose publique. Il a lui-même une part dans la chose publique. Donc ça, c'est une idée très républicaine. Ça veut dire aussi que quand on se gouverne, on le fait à la fois pour la liberté de sa cité et aussi pour la liberté des citoyens. Donc la liberté collective, la liberté individuelle, ça va ensemble, ce n'est pas séparé. Les républicains tablent beaucoup sur le conflit, la concurrence. C'est-à-dire qu'il est normal que dans une cité, il y ait des conflits, que des gens s'opposent. Et dans la mesure où on ne fait pas la guerre, qu'on se respecte, en respectant les lois, c'est quelque chose de sain. Ça pousse les gens au dépassement. Donc, en ce sens-là, les républicains sont assez différents des conservateurs qui, eux, n'aiment pas le conflit. Ils veulent que la société soit bien gentille, bien calme. Les conflits, c'est quelque chose qu'on doit réprimer au maximum. Alors que les républicains disent non, il faut les laisser
s'exprimer, mais évidemment sans aller jusqu'à la violence. Ensuite, les républicains ont une vision de la liberté qui est différente de celle des libéraux. Pour un libéral, être libre, c'est foutez-moi la paix. Je fais ce que je veux veux pas subir l'interférence du pouvoir. Ça, c'est la vision libérale de la liberté. Pour un républicain, être libre, c'est ne pas être soumis à la dépendance arbitraire d'autrui. Donc, ça peut être la dépendance sous la forme publique, le pouvoir, mais aussi la dépendance sous la forme économique. On peut être sous la dépendance économique d'autrui et perdre sa liberté. Donc, chez les républicains, la dépendance a un sens politique, mais aussi un sens économique. Et puis, bon, les républicains insistent beaucoup sur la division des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs. Dans ceux-là, ils partagent certaines idées avec les libéraux. Et oui, on peut dire que les républicains dans l'histoire ont souvent, peut-être pas tout le temps, mais ont souvent insisté sur la séparation entre l'État et l'Église ou les Églises. Ou alors, une autre façon de formuler leur idée, c'est que l'État doit être fondé sur la souveraineté du peuple et non sur la souveraineté de Dieu. C'est une idée, effectivement, que beaucoup de républicains ont diffusée dans le temps. Et ensuite, une autre idée des républicains, c'est l'importance de l'éducation et elle est la responsabilité première du pouvoir politique. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit abandonner strictement à l'initiative privée, parce que justement, la première mission de l'école pour les républicains, c'est de former des citoyens. Quelques idées des patriotes qui sont très, très républicaines. D'abord, leur idée de la Constitution. Alors, c'est une idée, effectivement, dont on parle encore aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais les patriotes, dès 1833, envisagent que le Parlement du Bas-Canada convoque une espèce de commission réunissant des délégués qui représentent toutes les classes de la société pour changer la constitution du pays. En 1837, après les fameuses résolutions Russell, donc les résolutions de la Chambre des communes qui refusent, envoie une fin de non-recevoir aux 92 résolutions des patriotes du 134, il y a toutes sortes d'assemblées primaires, donc des assemblées citoyennes qui se réunissent dans des villes et des villages du Québec, dont notamment une très célèbre à Yamachiche. Et donc, il y a beaucoup de ces assemblées primaires. Et il y en a une à Montréal et à Québec où, simultanément, on adopte une résolution où on veut convoquer une convention bas-canadienne qui serait composée pour moitié des parlementaires du Bas-Canada et pour moitié de délégués élus par ces assemblées primaires. Et cette convention devait justement rédiger une constitution pour la colonie. Alors, évidemment, ce n'est pas arrivé. Dans la déclaration d'indépendance de février 1838, l'idée revient. Et donc, l'idée, justement, de créer une convention. Alors ça, c'est une idée qui est très américaine. Pourquoi? Quand les Américains vont faire leur révolution, ils vont devoir refonder leur régime politique, ils veulent se débarrasser du système colonial britannique, et ils se disent, dans une démocratie ou dans une république, une constitution, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la loi la plus importante. On ne peut pas la laisser à nos délégués ordinaires, on ne peut pas la laisser aux politiciens ordinaires. Donc, il faut faire un acte extraordinaire pour rédiger une constitution. Alors, ils se sont dit, créons une espèce d'assemblée spéciale à côté de l'assemblée ordinaire. Et cette assemblée spéciale qui sera élue va avoir la mission de rédiger la Constitution et, dans certains cas même, de la ratifier. Alors, c'est ce que les Américains appellent une convention. Et qui, d'ailleurs, c'est un système qui existe encore dans plusieurs États américains. Donc, ça, c'est une idée qui vient des États-Unis, que les patriotes ont reprise. Et Papineau va même la reprendre dans son fameux discours
en décembre 1867. Une autre idée patriote, c'est que, contrairement à ce qu'on dit souvent, ils n'ont pas demandé le gouvernement responsable. Le gouvernement responsable, pour un patriote, ça voulait dire que le gouvernement est nommé par le gouverneur, qui lui est nommé par Londres, et que le gouvernement est responsable devant le gouverneur, ce qui pourrait être complètement absurde. Donc, en fait, ils n'ont pas tellement demandé le gouvernement responsable. Ils utilisent parfois l'expression gouvernement responsable, mais pour eux, ça veut dire responsable devant le peuple. Et non pas responsable devant le gouverneur ou devant les deux assemblées. Donc, c'est une idée, et ils étaient convaincus que le meilleur système de gouvernement, et en cela, ils étaient très inspirés par les Américains, consistait à étendre le principe électif aux deux chambres. Parce qu'à l'époque du Bas-Canada, il y avait une chambre élue et une deuxième chambre qui était complètement nommée par le gouverneur, qui nommait ses partisans, ses amis, etc., et qui relayait l'intérêt des marchands britanniques, etc. Donc, et pour eux, leur formule de gouvernement idéal, c'est celle qui étendait le système électif aux deux chambres, et le gouvernement serait responsable, en fait, devant les deux chambres. Ils insistent d'ailleurs beaucoup sur l'idée de représentation. Donc, l'idée qu'en démocratie, il faut élire des représentants pour décider, délibérer, voter des lois. Alors, pour eux, c'est une nécessité dans la mesure où c'est bien beau l'idéal de la démocratie directe, mais ça se réalise mal dans les grandes sociétés. Et déjà, à l'époque du Bas-Canada, c'était environ 2,5 million de personnes. Et on s'apercevait que l'idéal de la démocratie directe, séduisant soit-il, ne peut pas se réaliser dans un tel contexte. Donc, il faut des représentants. Et les représentants sont justement les gardiens des intérêts de la nation contre ce qui n'est pas démocratique. Les juges, qui à l'époque étaient souvent corrompus, l'administration contrôlée par le gouverneur, etc. Donc, on parle même de représentation nationale. Donc, la représentation est très importante. Mais les représentants n'écrasent pas le rôle des citoyens. Donc, dans la vision libérale de la représentation, les représentants prennent la place du peuple qui lui retourne à la maison, puis se contentent d'aller voter aux 4-5 ans. La vision républicaine, les citoyens, oui, ont des représentants, mais ils ne se retirent pas tout à fait du politique. Ils sont toujours là et peuvent prendre part à la politique par différents moyens. Une autre idée très républicaine, qu'on trouve dans le langage des patriotes, c'est les termes de vertu et corruption. Donc, j'ai parlé un peu de la vertu républicaine. Donc, c'est une idée sur laquelle insiste d'ailleurs beaucoup Papineau. C'est-à-dire que pour avoir une démocratie, une république saine, il ne suffit pas d'avoir des bonnes lois. Il faut de la vertu du côté des dirigeants, la vertu du côté des citoyens. Et c'est ce qui suppose donc la discipline, du caractère, la prévoyance, un certain sacrifice de soi, dépassement de soi aussi dans l'émulation. Et alors que les libéraux, notamment les Britanniques dans leur politique coloniale, se disent, si on veut arriver à nos fins, il faut acheter les gens. Donc, on leur donne des bons postes, on leur donne des honneurs, et on fait monter aux plus grandes marches du pouvoir les ambitieux qui vont mettre finalement leur ambition au service du régime. Alors ça, c'est la vision très anglaise, libérale, de ce qui motive vraiment les gens, c'est-à-dire l'intérêt. Il faut flatter leur intérêt pour les manœuvrer, les circonvenir. Et autre élément, donc la corruption. Alors, c'est-à-dire que la vertu, elle est fragile, elle peut se perdre. On peut renoncer à sa vertu, à son indépendance comme citoyen ou comme gouvernant et se laisser acheter. Donc, et on peut aussi, justement, mettre ses intérêts personnels au-dessus des intérêts de la patrie. Ça aussi, c'est de la corruption. Et la corruption existe par le pouvoir politique, mais aussi par l'argent. Et justement, l'argent peut acheter l'indépendance des citoyens qui vont finalement à renoncer à leur liberté pour servir un intérêt plus puissant qu'eux.
D'ailleurs, le terme de patriote est très américain, comme je l'ai dit. Et en fait, ça vient aussi dans l'Angleterre. Donc, les Anglais, après avoir fait leur révolution au XVIIe siècle, vont changer de dynastie, vont aller chercher un prince hollandais, Guillaume d'Orange, et vont l'installer sur le trône. Mais par la suite, au XVIIIe siècle, il va y avoir une opposition au Parlement britannique très, très forte entre des libéraux qui veulent appuyer le pouvoir, la concentration du pouvoir dans les mains du roi, de son cabinet, et des grands banquiers, des grands bourgeois commerçants, et de l'autre, opposition entre ceux qui incarnent plutôt la campagne, le country, et qui vont justement vouloir jalousement défendre les prérogatives du Parlement. Et ces gens-là, les gens du country, vont beaucoup parler de patriotisme. Et donc, le patriotisme, c'est un amour de la patrie qui motive davantage les hommes que leur intérêt propre. Et un corps politique dépourvu d'hommes mus par cet amour de la patrie irait donc à sa perte. Donc, c'est une idée qui était déjà présente chez ces gens du country anglais, mais idée qui sera reprise par les Américains. Et les Américains, au début, lorsqu'ils vont se lancer dans leur guerre d'indépendance, au début, ne pensent pas tout de suite à l'indépendance. Ils veulent être des co-sujets, ils veulent être des égaux des Britanniques. Alors, ils sont fiers de leur racine britannique, donc au début, ils ne veulent pas couper les liens, mais ils se considèrent comme ayant les mêmes droits que les Britanniques, et c'est pour cette raison-là qu'ils se disent patriotes, au sens patriote anglais au début. Et bon, ils vont se rendre compte que finalement, on ne les écoute pas et ils vont s'apercevoir que la rupture est inévitable. Et de ce point de vue-là, les patriotes ont suivi à peu près la même trajectoire. Au début, ils se disaient des loyaux sujets britanniques, mais ils se voyaient comme des égaux des Britanniques ayant les mêmes droits que les Britanniques, notamment à l'Assemblée du Bas-Canada. Mais ils se sont rendus compte que les autorités coloniales n'allaient pas leur donner exactement les mêmes droits que ceux qu'on reconnaissait aux Anglais d'Angleterre. Donc, progressivement, les patriotes, qui au début se voyaient comme de loyaux sujets britanniques, vont rompre avec cette allégeance. Et un peu comme les Américains vont se voir de plus en plus comme un peuple d'Amérique, naturellement démocratique, sans aristocratie, composée justement d'une société assez égalitaire, une société composée de petits propriétaires. Et c'était une idée également partagée par beaucoup de républicains américains comme Jefferson, qui voyaient les États-Unis, du début d'ailleurs, comme une société démocratique faite de petits propriétaires. Une autre idée, oui, des patriotes, c'est, bon, on en parle aujourd'hui, bon, la laïcité. C'était pas un terme qu'on utilisait à l'époque. Laïcité, c'est une idée qui date plus du 20e siècle. Mais il est vrai que plusieurs patriotes, peut-être pas tous, mais plusieurs patriotes ont été de farouches anticléricaux, donc qui s'en prenaient au pouvoir excessif de l'Église catholique, mais aussi de l'Église protestante, qui à l'époque avait des privilèges. Et rappelez-vous qu'à l'époque, 1/7 des terres publiques étaient réservées pour l'entretien du clergé anglican. Ce qui était l'origine d'ailleurs de beaucoup de spéculations, parce que ces terres pouvaient être cédées à des compagnies qui spéculaient sur le prix de ces terres et causaient d'ailleurs l'endettement de beaucoup de colons. Donc, plusieurs étaient, oui, de farouches anticléricaux et voulaient donc qu'on coupe tous les liens organiques entre le pouvoir et les églises, soit catholiques ou protestantes. Donc, l'idée de laïcité n'est peut-être pas tout à fait une idée de l'époque, mais quand même, en 1836, Papineau propose de placer l'enseignement universitaire sous la responsabilité de la représentation nationale, mis sous la direction civile laïque. Donc le mot quand même apparaît à l'époque, avec une tolérance plénière la plus absolue pour tous. Donc c'est quand même très novateur qu'une telle idée.
Ensuite, une autre idée très patriote, ben, je pense que je dépasse un peu mon temps, mais je vais m'arrêter. C'est l'idée du commerce et de l'industrie. Souvent, dans les livres d'histoire, on dit « Ah, les patriotes, c'était des fermiers, des agriculteurs qui ne voulaient rien savoir du développement économique et qui étaient anticapitalistes. » Donc, c'est des choses qu'on lit d'ailleurs encore dans des livres d'histoire ou dans les enseignements qu'on donne sur les patriotes. Il est vrai que les patriotes étaient des critiques féroces, surtout des monopoles. Parce qu'à l'époque, la couronne britannique donnait des monopoles à des compagnies, notamment pour distribuer les terres publiques. On spéculait sur ces terres. Et pour les patriotes, c'était inacceptable. Et ça causait, comme j'expliquais, l'endettement excessif des colons. Et à l'époque, on pouvait être emprisonné pour dette. Donc, c'était grave. Être endetté, ça pouvait nous mener jusqu'à l'emprisonnement. Par ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas de monnaie d'État, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une banque d'État qui avait le contrôle sur la monnaie. Donc, c'était les banques privées qui émettaient chacune leur papier-monnaie. Et les patriotes dénonçaient ce phénomène parce qu'ils s'apercevaient que les petits propriétaires étaient à la merci des gros banquiers qui pouvaient, en ayant très peu de dépôts, prêter 4-5 fois plus que la valeur de leur dépôt et exploiter justement les petits propriétaires. Donc, ils dénonçaient ce genre d'exploitation économique qui était très, très vive à l'époque. Peut-être une dernière idée. L'éducation. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les républicains, l'éducation, elle est fondamentale. C'est même la responsabilité première de la cité. Donc, c'est une mission publique. Et justement, l'école a comme première responsabilité de former les citoyens. Alors, c'est une chose que les patriotes ont comprise. Ils ont vu l'état d'analphabétisme criant où se trouvait la population du Bas-Canada. L'éducation poussée était l'effet d'une petite élite et on s'éduquait principalement dans les séminaires sous le contrôle de l'Église. Alors, c'est la raison pour laquelle, bien avant la France, bien avant l'Angleterre, en 1829, les patriotes ont voté une loi très avant-gardiste créant des écoles de syndics. Donc, des écoles primaires à la grandeur du Bas-Canada, qui seraient sous la responsabilité donc, du pouvoir public. Et ces écoles-là, il s'en est ouvert par centaines. Mais malheureusement, à l'époque, le gouverneur avait un véritable veto sur les lois. Et en 1836, il va refuser de renouveler les crédits et la loi pour maintenir ces écoles qui vont tomber comme des mouches, une après l'autre. Donc, c'est un des faits les plus désolants de notre histoire. Mais il faut se rappeler que les patriotes avaient été très avant-gardistes en matière d'éducation. Donc, et un tout petit dernier élément. Les patriotes, si vous remarquez, relisez la déclaration de février 1838, on dénonce l'armée des mercenaires britanniques qui répriment donc les patriotes du Bas-Canada. Dans l'histoire, les républicains vont souvent insister sur l'idée que dans une république, il faut une armée de citoyens. Parce qu'à l'époque, les rois utilisaient souvent des mercenaires, des soldats qu'on payait. Ils faisaient profession de servir un roi ou un autre en fonction de la solde et des bénéfices qu'ils pouvaient en espérer. Et les républicains dans l'histoire vont insister sur l'idée que la meilleure armée pour servir les intérêts de la patrie, c'est une armée de citoyens. Alors, et donc, ça apparaît dans la déclaration de février 1838, donc les mercenaires britanniques, et qu'on oppose donc à ce qu'étaient en fait les insurgés patriotes à l'époque, des citoyens.
Mais comme vous le savez, ils étaient fort mal armés et ils ont perdu leur combat. Peut-être sur le plan des armes, mais peut-être pas sur le plan des idées. Et vous remarquez d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, lorsqu'on parle de leur combat, on a peur des mots. On parle des troubles de 1737-38, on parle de rébellion. Je vous rappelle qu'un des plus grands philosophes anglais du 19e siècle, John Stuart Mill, a écrit un texte que tout le monde devrait lire au Québec. Et il commente ce qui s'est passé au Bas-Canada après les rébellions. Et il écrit un texte publié dans une revue parlementaire britannique où il sait que Lord Durham sera nommé pour faire enquête. Et il défend une thèse qu'on entend très peu au Québec. Il dit, ce qui s'est passé au Bas-Canada, ce n'est pas une rébellion, c'est une guerre. Et il dit pourquoi? Parce que, selon lui, un peuple qui avait placé sa confiance dans une constitution, celle qui avait été octroyée en 1791, a été trompé par les pouvoirs britanniques. Et il dit qu'il avait un motif légitime de prendre les armes. Il le reconnaît. Mais ils ont perdu leur combat. Parce que quand on prend les armes, c'est la violence qui décide qui gagne. Mais il a au moins la noblesse de reconnaître, en tant que grand philosophe anglais, que la cause, justement, de prendre les armes, elle était noble, elle était légitime, mais ils ont perdu sur les champs de bataille. Et il en tire la conclusion qu'il ne faut pas traiter les insurgés patriotes comme des criminels de droit commun. C'est ce qu'on a fait, on les a jugés avec des tribunaux de droit commun. Il dit non, il faut appliquer le droit international. Quand il y a une guerre, c'est une guerre entre nations. Alors, c'est d'autres règles qu'il faut appliquer. Mais nulle part, vous allez lire ça dans les livres d'histoire, qu'il s'est passé une vraie guerre, qui a peut-être été perdue, mais les Occidentaux, quand ils font la guerre, ils ont quand même un droit, qui est le droit international. Alors, je termine là. Alors, merci. Pour faire suite à la dernière intervention, je vais commencer par une citation de George Cornwall Lewis, qui était ministre de la guerre en Angleterre. Il disait « Tant qu'elle n'a pas réussi, une rébellion est de la trahison. Quand elle réussit, elle devient l'indépendance. » Donc, moi, j'ai 5 minutes pour vous parler des panneaux patriotes que la Société Saint-Jean-Baptiste a inaugurés dans le Parc Victoria depuis 2015. Même déjà, dès 2009, on avait inauguré une plaque en l'honneur de Joseph-Guillaume Bartre, le poète. Et donc, je viens vous parler de ça aujourd'hui. Vous savez que tout commence à l'automne 1834, quand le Parti patriote remporte une élection très importante sur leur programme électoral qui s'appelle les 92 résolutions. Eh bien, il gagne 77 sièges sur 88, c'est-à-dire 94 % des électeurs qui ont appuyé ce mouvement-là. Donc, c'est un mouvement populaire et démocratique qui se met en place dès 1834. Et dans le district de Trois-Rivières, qui inclut alors aussi la Rive-Sud, les 10 députés des 5 comtés régionaux, parce qu'à l'époque, il y a 2 élus par comté, sont favorables au projet républicain des Patriotes. Dès septembre 1835, une série de réunions décisives regroupe les chefs patriotes autour de Papineau, qui ont lieu chez le docteur René-Joseph Quimbert, qui est le député patriote de la région. Donc, les radicaux de Montréal et les modérés de Québec se réunissent à Trois-Rivières. C'est d'ailleurs chez Quimbert, à l'été 1836, que l'on décide de créer l'association de jeunes patriotes, les Fils de la Liberté, afin de s'opposer au Doré Club, qui avait été fondé à Montréal en 1836 et qui est une association loyaliste paramilitaire. Selon Gilles Laporte, entre 1834 et 1837, environ 25 000 personnes ont pris part à une multitude d'assemblées politiques au Bas-Canada, dont 120 seulement dans l'année 1837. Et dans la région mauricienne, des assemblées d'appui aux revendications du Parti patriote ont eu lieu notamment à Bécancour, Champlain, Masquinongé, Nicolet, Sainte-Geneviève, de Batiscan, Trois-Rivières et Yamachiche, mais également aux limites du territoire, comme à Berthier, Contrecoeur ou Deschambault. On y dénonce la collusion, la corruption des dirigeants britanniques et le rejet des 92 résolutions avec les 10 lois Russell.
En conséquence, on appelle au boycottage des produits anglais et au recours à la contrebande pour éviter de financer ce gouvernement corrompu. Parmi ces assemblées, retenons celle du 26 juillet 1837 à la place d'Armes au centre du village de Yamachiche, qui rassemble 3000 personnes. Fort de l'appui du seigneur de Yamachiche, le docteur Quimbert choisit cet endroit comme lieu de ce rassemblement populaire, car Trois-Rivières était dominé par des intérêts loyaux au pouvoir colonial. 9 résolutions sont votées par la foule pour dénoncer le gouvernement du Bas-Canada et organiser la riposte. Présidée par François Caron, c'est la plus grande assemblée populaire sur la Rive-Nord après l'interdit de telles assemblées anti-coercitives par le gouverneur Gosford le 15 juin 1837. La journée s'achève quand même sans aucune violence et l'événement a été immortalisé en 2014 par un artiste originaire de la Mauricie, le peintre Marc Grandbois. C'est une toile qui a été commandée par la Société Saint-Jean-Baptiste et qui orne les panneaux que vous pourrez aller voir dans le parc Victoria. D'ailleurs, on a essayé de faire changer le nom du parc, mais la ville a refusé. Donc, on a inauguré la place des Patriotes dans le parc Victoria. Et peut-être qu'un jour, on l'appellera tout simplement le parc des Patriotes. Le but des panneaux, en fait, c'est qu'il y en avait 3 pour faire avant, pendant et après la rébellion. Donc là, je vous ai fait le avant. Le pendant, eh bien, c'est la prison de Trois-Rivières qui a attiré mon attention comme rédacteur de ces panneaux. Vous savez que la prison de Trois-Rivières était déjà en activité. Elle ouvre ses portes en 1822. La prison trifluvienne joue un rôle plutôt mineur, mais quand même significatif dans l'incarcération des patriotes révolutionnaires lors de l'insurrection. La plupart des prisonniers politiques vont être transférés à Montréal et arrêtés pour trahison la plupart du temps. Et donc, on les envoie à Montréal dans la prison neuve, dite au pied du courant. Parmi eux, mentionnons l'avocat et député patriote de Trois-Rivières, Edward Barnard, le médecin de Nicolet, Joseph-Ovide Rousseau, les 2 députés patriotes de Nicolet, Jean-Baptiste Proulx et son beau-frère Jean-Baptiste Hébert. La région devient un lieu de passage aussi pour les patriotes qui veulent fuir vers les États-Unis. André-Augustin Papineau, le frère de Louis-Joseph, est lui-même arrêté à Trois-Rivières et sera transféré à Montréal. Les registres de la prison de Trois-Rivières sont malheureusement manquants, disparus ou simplement détruits. Outre celui de 1827, la collection complète des registres débute seulement en 1852. Donc, on n'aura jamais la liste complète de tous les patriotes qui ont été incarcérés ici. Cependant, dans mes recherches, j'en ai trouvé au moins une dizaine. Célestin Hood, un cultivateur de Louisville, l'avocat Édouard-Louis Pacaud, Alexis Bareil-Dillajoie de Masquinongé, Joseph Guillaume Barthes, qui est jeune poète au séminaire de Nicolet, Thomas Fortier, Antoine Manceau. Et il y a 2 autres trifluviens aussi qui vont être arrêtés à Montréal, Pierre Benjamin et Amable Honoré Badeau, qui sont arrêtés dans le bureau de leur ami Louis-Hippolyte Lafontaine. Le 3e panneau, donc c'est le bilan national qu'on peut faire. Eh bien, lors des différents affrontements contre les soldats britanniques, formant alors l'une des armées les plus puissantes du monde, ils venaient de battre Napoléon, 158 patriotes ont été tués et 142 blessés, contre 22 soldats et miliciens britanniques tués et 43 blessés. En réaction à l'insurrection au cours de ces brèves années révolutionnaires, principalement autour de Montréal, plus de 1000 patriotes ont été emprisonnés par les autorités. La prison trifluvienne n'est pas étrangère à cette mascarade. L'appui démocratique au Parti patriote a été brutalement réprimé par l'armée britannique, appuyée par des centaines de volontaires loyalistes. Même si la Mauricie était loin des escarmouches autour de Montréal, elle s'est démarquée à plusieurs niveaux. Aux élites loyales au pouvoir en place s'ajoute l'influence déterminante des représentants du clergé qui s'est rangé contre la révolte. Mais ça ne va pas empêcher certains patriotes de prendre les armes. Par exemple, Philippe-Napoléon Pacaud, natif de Batiscan, maillon essentiel des Fils de la Liberté de Saint-Hyacinthe, était présent à la bataille de Saint-Denis et de Saint-Charles, où avec ses pistolets, c'est lui qui fait fuir Papineau pour lui sauver la vie et aussi sauver le mouvement. Jean-Baptiste Dufresne, lui d'origine trifluvienne, était très actif pendant l'épisode insurrectionnel. Malgré ses 63 ans, en 1837, il devient chef patriote à Belleuil. À l'opposé, il y a d'autres trifluviens qui ont nui à la cause, qui ont favorisé la répression sévère du mouvement populaire, comme Charles Richard Ogden,
qui est alors procureur général du Bas-Canada, qui a autorisé la suspension de la Constitution de 1791 et proclamé la loi martiale dans le district de Montréal. Outre l'extrême violence utilisée par les forces loyalistes contre la population francophone, on a rasé plusieurs villages. Il y a des centaines de maisons qui vont être brûlées. On va saccager des églises. Il y a des vols de bestiaux et de biens, et même des viols selon les archives judiciaires. Ces épisodes tragiques se solderont par la tenue de 14 procès en cour martiale à Montréal. Et ce tribunal militaire, composé d'officiers britanniques, acquitte 9 patriotes, en libère 27 sous caution, mais en condamne 99 à mort. Parmi ceux-ci, 12 seront pendus publiquement à Montréal, dont le député Joseph Narcisse Cardinal. Les autres seront simplement forcés à l'exil en Australie ou aux Bermudes. On a aussi mis en valeur la chanson d'Antoine Gérin-Lajoie, qui a composé Un Canadien errant en 1842, jeune étudiant à Nicolet. Il voit passer les exilés sur le bateau sur le fleuve Saint-Laurent et ça le touche tellement qu'il décide de composer une chanson patriotique. Un Canadien errant est utilisé par les familles des patriotes exilés pour réclamer leur retour, qui obtiendront gain de cause en 1845. Cette chanson deviendra aussi rapidement un hymne extrêmement populaire partout en Amérique, partout où il y a des Canadiens français opprimés. Les paroles de ce chant trouvèrent aussi écho chez les descendants des Acadiens déportés entre 1755 et 1762. Les combats que ces réformistes ont menés il y a 180 ans sont très révélateurs et toujours d'actualité. La lutte pour la démocratie et des institutions plus représentatives de la volonté générale, la responsabilité ministérielle, la justice sociale, la séparation entre l'Église et l'État, le républicanisme, c'est-à-dire l'égalité de tous devant la loi, la liberté de presse, la liberté de penser et de se rassembler, la souveraineté populaire et même l'achat local. Considérant que les rébellions de 1837-38 sont à bien des égards notre Révolution française, la tentative d'établir une première République québécoise laïque et indépendante, il est fondamental de s'intéresser à notre passé et surtout à cette période fondatrice de nos institutions démocratiques et de l'époque contemporaine. En mobilisant le peuple dans d'immenses assemblées, en créant sa propre monnaie par l'intermédiaire de la Banque du peuple, en élisant ses juges de manière populaire, bref, en défiant les autorités en place afin d'affirmer et défendre les droits des francophones, les patriotes sont devenus nos héros. Merci beaucoup. Baptiste, qu'est-ce qui t'amène à Trois-Rivières aujourd'hui? Bien, c'est la fête des Patriotes, hein? Puis c'est ça, la Société Saint-Jean-Baptiste m'a invité là, à faire quelques chansons. Je suis bien content. C'est toujours un honneur pour moi quand la Société Saint-Jean-Baptiste m'invite aux événements. Puis ils ont tendance à m'encourager pas mal. Puis je suis content de ça, ouais. Tu vas nous présenter une prestation, tu vas faire des compos et d'autres chansons? Ouais, l'idée, c'est de divertir en restant dans le thème approprié du patriote, puis des chansons patriotiques qui parlent de notre pays, puis aux couleurs de chez nous, hein, des chansons revendicatrices, hein, puis des compositions à moi aussi qui parlent de la région et puis de ce qu'on vit ici. 300 hommes au bord de l'eau, la rivière coule, le vent dans le dos tranquillement, les saisons passent. Je pourrais pas vivre dans un pays chaud. Chez nous l'hiver, c'est ce qu'il y a de plus beau. Quand il fait trop froid, les nuages se tassent. Ça coule et creuse à travers les vallons. C'est ma rivière, mon cœur, ma région. J'ai pas de voilier, juste un radeau fait avec une grande pile de gros billots. À l'endroit où le bois s'entasse. Je vais au large, j'ai tout ce qu'il me faut. On dirait que les vagues jouent du piano. Le paysage jamais ne se gâche. Ça coule et creuse à travers les vallons. C'est ma rivière, mon cœur, ma région. Oh, oh, oh. Avec les enfants qui jouent dans la rue et les oiseaux qui chantent. Les moutons blancs à perte de vue, comme des mots d'amour qui dansent. C'est comme des mots d'amour qui dansent. À partir du coin ou du lac Taureau jusqu'à Trois-Rivières, sous mon bateau dans le courant, les vagues se cassent. Tout mon
coin de pays, suis le cours de l'eau. Si tu veux venir me voir, suis le ruisseau, facile à trouver, pas besoin d'atlas. Ça coule les creuses à travers les vallons, c'est ma rivière, mon cœur, ma raison. Avec les enfants qui jouent dans la rue et les oiseaux qui chantent, les moutons blancs à perte de vue, comme des mots d'amour qui dansent. C'est comme des mots d'amour qui dansent. C'est comme des mots d'amour qui dansent. C'est comme des mots d'amour qui dansent. La Journée des Patriotes, pourquoi c'est important? C'est important parce que ça représente une partie de notre histoire qui est très intéressante et importante à valoriser. Puis c'est pas tout le monde qui est au courant de ce qui a pu se passer avant, tu sais. Puis il faut commémorer ça, puis garder ça vif d'actualité, tu sais, parce que c'est encore très pertinent d'après moi. Écoutez mes bons amis, ce que je vais vous raconter, c'est la chanson d'un jeune bûcheron partant pour les chantiers. Récit de cette misère, je vais vous le raconter. C'est de voir de ces bûcherons dans les maudits chantiers. C'est de voir de ces dans les maudits chantiers. Ah, c'est pour Jean Gicrête que je me suis engagé, pour la compagnie Price que je suis monté. Ah, il a ben fallu marcher 150 000 à pied. Pour être un bon bûcheron, il faut savoir marcher. Pour être un bon bûcheron, il faut savoir marcher. Mais quand j'arrive au camp, c'est pas drôle comme on pense. Mon matelas il est fait en branche, mon bed il est fait en planche. Quand on vient pour se coucher, ben les poux veulent nous manger. Faut ben les endurer, on n'a pas d'argent de gagner. Faut ben les endurer, on n'a pas d'argent de gagner. Le dimanche arrivé, ah, faudra peut-être bien se laver. Aussi laver notre linge, aussi le repriser. Mais si on avait une petite femme pour s'occuper de notre linge, peut-être que le dimanche on pourrait se reposer. Peut-être que le dimanche on pourrait se reposer. Le jour de l'arrivée, ah ça c'est le plus beau jour de l'année. Prends du temps pour se reposer, ben nous autres on reste au chantier. Le showboy, les larmes aux yeux, pis moi qui en vaut pas mieux. On pense à nos catins couchés sur du sapin. On pense à nos catins couchés sur du sapin. Le printemps arrivé, on est tous contentés d'avoir l'argent de gagner.